Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au mariage de ma fille, son marié m'a ordonné de payer 4 millions. Il n'était pas prêt à mon sourire. La salle de réception du Grand Oak Garden était un véritable chef-d'œuvre. Chaque détail respirait le raffinement. Les plafonds voûtés, décorés de moulures anciennes, semblaient capturer la lumière dorée des lustres en cristal suspendus comme des gouttes de lune. Les tables rondes, nappées de lin ivoire, étaient parées de centres de table composés de pivoine blanche, de rose crème et d'eucalyptus frais. Des guirlandes de fleurs blanches tombaient des poutres en bois comme des cascades végétales, diffusant un parfum doux et apaisant. Dans un coin, un quatuor à cordes jouait une version délicate de Canon in D, remplissant l'air d'une émotion suspendue. Chaque invité, habillé avec élégance, souriait, trinquait, échangeait des regards complices. C'était un rêve devenu réalité. Tout le monde semblait baigné dans le bonheur. Et moi, au milieu de cette beauté presque irréelle, j'étais là, debout, le cœur partagé entre la fierté et une étrange appréhension que je ne m'expliquais pas encore. Alyssa, ma fille unique, rayonnait dans sa robe en dentelle ivoire. Elle ressemblait à sa mère, paix à son âme. Sa chevelure brune, relevée avec simplicité, laissait paraître un visage lumineux, serein. Elle riait, elle embrassait les invités, elle brillait. À 58 ans, je contemplais cette femme accomplie avec des yeux de père usé, mais émerveillés. Elle était belle. Mais pas seulement de cette beauté de surface que l'on photographie. Elle était brillante, déterminée, indépendante. Elle était tout ce que je n'avais jamais eu la chance d'être. Et je savais pourquoi. Parce que chaque goutte de sueur versée sur le bitume, chaque nuit blanche dans la cabine de mon vieux camion, chaque repas sauté pour économiser, c'était pour elle. J'avais parcouru des milliers de kilomètres sur les routes américaines, dormi dans des parkings glacés, affronté des tempêtes de neige, des pannes, des nuits sans fin. J'avais refusé les plaisirs immédiats pour bâtir lentement l'avenir de ma fille. Pas pour me faire applaudir. Mais parce que c'était mon devoir, et parce qu'elle le méritait. J'avais vu des collègues sombrer, perdre le contact avec leurs enfants, étouffés par la fatigue et l'absence. Moi, j'avais tenu. Parce que chaque fois que je voulais abandonner, je regardais une photo d'Alyssa en robe de classe de primaire, tenant son petit cartable rouge, les yeux pétillants. Et je me disais, continue. Elle dépend de toi. Alors en ce jour sacré, son mariage, j'étais censé être l'homme le plus heureux du monde. Mais, ironiquement, ce n'est pas l'émotion qui m'a envahi. Non. Ce fut l'humiliation. Un frisson glacé a remonté ma colonne vertébrale quand Brandon m'a appelé discrètement, avec ce sourire condescendant plaqué sur le visage. Un sourire que j'avais déjà vu, souvent, dans les rétroviseurs de mon camion, chez des hommes en costume qui croyaient que l'argent achetait tout, même le respect. Et à cet instant précis, au cœur de ce décor somptueux, mon cœur s'est serré. Je ne le savais pas encore, mais ce jour qui devait être une célébration allait devenir un test ultime de dignité. Et j'étais prêt. Juste après les discours, alors que les invités levaient leur verre au bonheur des jeunes mariés, profitant des derniers accords du quatuor à cordes, Brandon Pierce s'est approché de moi avec un sourire fin. « Monsieur Carter », murmura-t-il en posant une main sur mon épaule, « suivez-moi un instant. J'aimerais vous parler, entre hommes. » Nous nous sommes éloignés de la salle principale, traversant un petit couloir décoré de portraits floraux. Il m'a conduit jusqu'à une terrasse discrète, à l'abri des regards. Le contraste était brutal, à l'intérieur, les rires, les félicitations, les éclats de bonheur, à l'extérieur, un silence presque glacial, seulement brisé par les bruissements des feuilles. Brandon se tenait face à moi, droit, costume parfaitement ajusté, montre de luxe bien en évidence sous sa manche légèrement relevée. Ses yeux, jusque-là charmeurs, s'étaient durcis. Son ton n'avait plus rien de convivial. « Monsieur Carter », dit-il froidement. « Maintenant que tout est officiel, il est temps de respecter votre engagement. » Je l'ai regardé, interloqué. « Quel engagement ? » « Le financement du couple, » répondit-il d'un ton mécanique, comme s'il lisait un contrat. « Vous avez dit que vous feriez tout pour Alyssa. Alors, nous attendons votre contribution. 4 millions de dollars. Immédiatement.
Le mot immédiatement claqua dans l'air comme une gifle. Je l'ai fixé, le souffle suspendu, incapable de comprendre s'il plaisantait ou s'il avait perdu l'esprit. 4 millions? Était-ce une mauvaise blague? Vous plaisantez, Brandon? Ai-je soufflé. Je suis chauffeur routier, pas banquier. Il ricana doucement, croisant les bras. Et pourtant, vous avez fait de grands discours à propos de votre amour paternel. Vous avez même dit que vous étiez prêt à tout pour elle. Eh bien, il est temps de le prouver. C'est votre fille, non? Vous voulez qu'elle vive dans un petit appartement, avec un salaire moyen, des compromis chaque jour? Ce n'est pas ce que ma famille attend. Son regard me transperçait avec une arrogance presque clinique. Ce n'était pas une demande. C'était une évaluation. Un test. Comme s'il voulait voir jusqu'où j'étais prêt à me plier, à ramper, à sauter dans le cercle de feu de son orgueil. Et puis, avec un sourire cruel, il est retourné dans la salle, sans me laisser le temps de répondre. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Alors que les gens riaient encore autour du gâteau, il a levé la voix pour que plusieurs entendent. Alors, monsieur Carter? Vous n'avez pas tenu parole? Vous voulez vraiment que votre fille vive dans la médiocrité? Un silence gênant s'est installé. Quelques invités se sont retournés. Certains ont échangé des regards inquiets, d'autres, moins discrets, ont déjà dégainé leur téléphone pour filmer ce qu'ils croyaient être une scène de tension familiale. J'ai vu Alyssa au loin, sur le point de prendre une coupe de champagne. Elle s'est figée, fronçant les sourcils. Son regard a cherché le mien, interrogatif, inquiet. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait jamais demandé ça. Ce n'était pas un malentendu. C'était une mise en scène. Brandon voulait m'humilier. Il voulait que je me sente petit, pauvre, inutile. Il voulait redéfinir ma place dans la vie de ma fille à travers un chiffre, une somme, un chèque. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais tout prévu. Il pensait que j'étais un vieil homme sans ressources, un père ordinaire qu'on pouvait manipuler avec un sourire et une menace voilée. Il ne savait pas que je n'avais pas seulement conduit des camions toute ma vie. Il ne savait pas que derrière mes mains calleuses et mes chemises bon marché se cachait un homme patient, stratège, et prêt depuis longtemps. Alors pendant qu'il me défiait publiquement, je me suis contentée de le regarder, calmement. Et j'ai souri. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing. Je n'ai pas cédé à l'humiliation qu'il avait tenté de m'imposer devant tous ces visages curieux. Je n'ai pas eu besoin. Je me suis simplement redressée, lentement. Mon dos fatigué, mes épaules marquées par des années de travail, semblaient soudain portées par une force intérieure. Mon regard était calme. Mon silence, plus tranchant que n'importe quelle colère. Et j'ai souri. Un sourire sans arrogance. Sans menace. Un sourire chargé de vérité. Très bien, Brandon. Si tu veux 4 millions, allons-y. Là, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste. Le tissu usé froissa légèrement sous mes doigts. J'ai sorti une enveloppe beige, un peu cornée, que je gardais près de mon cœur depuis le début de la cérémonie. Pas par hasard. Je l'avais prise en sachant qu'un moment comme celui-ci pourrait arriver. Sans un mot de plus, je la lui ai tendue. Les conversations alentour s'étaient arrêtées. Certains invités s'étaient rapprochés, intrigués. Les smartphones toujours levés filmaient en silence, mais cette fois, les visages n'étaient plus tournés vers moi avec moquerie. Ils attendaient. Brandon prit l'enveloppe avec hésitation. Son assurance avait commencé à vaciller, imperceptiblement, dans le coin de sa lèvre inférieure qui tremblait à peine. Il l'ouvrit. Sortit la feuille. Et là, son visage se décomposa. Ses yeux balayèrent rapidement le document. Puis une deuxième fois. Et une troisième. Il pâlissait à vue d'œil. Son front se perla de sueur. Sa mâchoire se contracta. Qu'est-ce que c'est que ça? Articula-t-il dans un souffle. Je le regardais, impassible. C'est l'acte de propriété d'un immeuble de 12 étages, situé à 2 pâtés de maison de la Willis Tower. Un immeuble que je possède intégralement depuis 8 ans. Il vaut aujourd'hui près de 20 millions de dollars. Le silence s'abattit comme un coup de tonnerre étouffé. Les invités, les musiciens,
les serveurs, même le vent semblait s'être arrêté. Les regards allaient de Brandon à moi, puis au document entre ses mains. Personne ne bougeait. Tu vois, Brandon, poursuivis-je, je ne suis pas juste un chauffeur routier. C'est ce que tu as toujours cru, n'est-ce pas? Que j'étais un homme simple, modeste, limité. Je fis un pas vers lui, sans élever la voix. Ce que tu ne sais pas, c'est que chaque nuit sur la route, chaque dollar économisé, je ne l'ai pas juste mis de côté. Je l'ai investi. Discrètement. Prudemment. Dans des terrains dont personne ne voulait. Dans des actions que tout le monde ignorait. J'ai appris, j'ai perdu, j'ai recommencé. Et aujourd'hui, je possède plusieurs biens à travers le pays. Il tentait de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Alors j'ai poursuivi. L'argent, Brandon, n'a jamais été un problème pour moi. Mais je voulais savoir qui tu étais, avant de te montrer ce que je possédais. Je me suis tourné vers la foule. Les gens m'écoutaient, suspendus à mes mots. Puis, mon regard s'est posé sur ma fille. Elle était là, debout, figée, une main sur la poitrine. Ses yeux étaient écarquillés, brillants, embués. Elle tremblait légèrement. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas fléchi. Tu viens de montrer ton vrai visage, Brandon. Cupide. Arrogant. Intéressé. Tu ne vois pas ma fille comme une femme à aimer, mais comme un investissement à rentabiliser. Je me suis avancé d'un pas. Mon regard était désormais uniquement pour Alyssa. Ma chérie, je t'aime plus que ma propre vie. Et je suis fière de la femme que tu es devenue. Mais je refuse de te voir prisonnière d'un homme qui mesure la valeur d'un mariage à travers un compte bancaire. Ma voix s'est adoucie, mais elle portait encore plus fort. Si tu choisis de l'épouser malgré ce que tu viens d'entendre, je respecterai ton choix. Tu es adulte. Libre. Mais maintenant, tu sais. Tu sais qui il est. Et tu sais ce que je pense. Un long silence s'est installé. Personne ne bougeait. Et c'est alors que tout a basculé. Les larmes aux yeux, Alyssa s'est lentement avancée vers moi. Sa démarche était hésitante, comme si chaque pas pesait plus que le précédent. Sa robe de mariée, pourtant légère et soyeuse, semblait soudain trop lourde. Les regards de toute l'assemblée étaient braqués sur elle, mais elle n'en tenait plus compte. Elle s'est arrêtée entre nous deux. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a d'abord pris celle de Brandon, sans la serrer. Puis elle a levé les yeux vers lui. Et pendant de longues secondes, elle l'a simplement observé, comme si elle cherchait dans ses yeux une trace d'amour, un souvenir, une raison d'espérer encore. Mais ce qu'elle y a vu, c'était le vide. Le calcul. L'orgueil blessé. Alors, sans dire un mot, elle a lâché sa main. Doucement, mais définitivement. Puis elle s'est tournée vers moi, et son regard, embué mais solide, a trouvé le mien. Papa, dit-elle d'une voix brisée mais posée. Tu m'as appris la dignité. Tu m'as appris à ne jamais me vendre, à ne jamais plier face à ceux qui croient que l'argent donne tous les droits. Merci, de m'avoir ouvert les yeux. Je suis désolée de ne pas les avoir ouverts plus tôt. Et là, devant tout le monde, elle a glissé sa bague de fiançailles hors de son doigt. Elle la tenait un instant entre ses doigts, comme pour faire le deuil d'un rêve qu'elle avait idéalisé. Puis, calmement, elle l'a déposée sur la table devant Brandon, qui restait figé, comme pétrifié. Je mérite mieux que ça, a-t-elle ajouté d'une voix claire. Et toi, tu n'étais pas prêt à m'aimer. Seulement à m'acheter. Brandon a tenté de réagir. Il a levé les bras, ouvert la bouche. Alyssa, attends. Ce n'était pas ce que je. Mais c'était trop tard. Elle s'était déjà éloignée. Et dans son sillage, un murmure parcourut la salle. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était plus un mariage. C'était une libération. Une révélation. 12 mois ont passé. Aujourd'hui, Alyssa dirige sa propre entreprise de design intérieur. Elle a commencé petit, avec presque rien, sauf la force d'une femme qui s'est relevée. Elle vit modestement mais dignement, dans un petit loft qu'elle a elle-même décoré, chaque détail chargé de sens. Elle a rencontré quelqu'un, Noah, un professeur d'art visuel dans une école communautaire.
Pas millionnaire. Pas célèbre. Mais sincère, doux, respectueux. Et surtout, amoureux d'elle, pas de son image ou de son nom. Ils rient ensemble. Ils construisent lentement. Et elle rayonne plus que jamais. Quant à moi, je continue de conduire. Pas parce que j'en ai besoin. Mais parce que j'aime la route, l'asphalte, les paysages qui défilent comme des chapitres d'un livre. C'est là que je me sens libre. C'est là que je repense à tout ce que j'ai traversé, et à ce que j'ai transmis. Et chaque fois que je passe devant une salle de mariage en bord d'autoroute, je ralentis un instant. Je souris. Ils pensaient me briser avec 4 millions. Ils ne savaient pas que ma véritable richesse, celle que ni les banques ni les contrats ne peuvent acheter. C'était ma fille.